Bonjour! La 3D. Aujourd'hui, l'immense majorité des jeux produits est en 3D. Vous pouvez vous déplacer librement dans un environnement, dans les 6 directions, un environnement dit modélisé. La liberté de mouvement, d'exploration, de création de mécaniques de gameplay intéressantes font que la 3D aujourd'hui c'est devenu le standard d'industrie. La 2D c'est plutôt réservé soit à des productions indépendantes, parce que ça permet du coup plus de liberté artistique, plus d'expression originale, et aussi parce que c'est moins cher à faire, faut le dire, ou bien des jeux mobiles, parce que la 2D ça demande beaucoup moins de puissance que la 3D, c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se plonger dans l'histoire de la 3D. Pourquoi elle est arrivée aussi tardivement? Quels sont les défis techniques que les développeurs ont dû rencontrer? Et globalement, comment on est passé de soccer à FIFA 26? System shutdown. Mais d'abord, désolé pour vous, on va devoir parler un peu technique. Un modèle 3D, c'est-à-dire une maison, un personnage, un objet, un décor, un rocher, n'importe quoi, est composé de polygones. Les polygones, normalement vous avez vu ça en primaire, c'est une forme qui a plusieurs côtés. En 3D, on essaie d'avoir des formes de 3 ou 4 côtés, selon qu'on essaie d'avoir un rendu plutôt organique ou plutôt manufacturé. En fait, ces formes, elles servent de facettes qui servent à composer un volume. Et donc, voilà, par exemple, une sphère en 3D, c'est pas vraiment une sphère, c'est juste tout un tas de petits carrés qui agissent comme une sphère. Sur chacune de ces facettes, de ces polygones, donc, on peut appliquer une texture. Alors, une texture, c'est une image à plat qui est censée préciser la matière de ce qu'on regarde. Donc, ça peut être de la peau, du bois, une couleur, bref, n'importe quoi. Plus un objet est détaillé, plus il a besoin de polygones pour apparaître détaillé. Et donc, plus il va demander de puissance à la machine. Parce qu'en fait, tous ces polygones, à la base, dans l'ordinateur, ce sont que des calculs mathématiques. Pour pouvoir afficher quelque chose, la machine va devoir rendre à quoi devraient ressembler ces polygones dans l'espace. C'est pour ça qu'on appelle ça un rendu. Ce rendu, donc, ça prend la forme d'une image de l'environnement en 3D qu'on a codé, avec donc les textures qu'on a posées, une éventuelle lumière, etc. Sauf que, normalement, vous le savez, la plupart des jeux vidéo, ça bouge, et c'est pour ça qu'il faut rendre un certain nombre d'images toutes les secondes, au minimum 30, idéalement 60. Donc en fait, tout ce travail de calcul, la machine, elle doit l'opérer 60 fois par seconde, et c'est pour ça que ça en demande beaucoup. Beaucoup plus qu'un jeu en 2D, par exemple. Un jeu en 2D, typiquement, c'est juste une superposition d'images et de petites animations qui répondent aux manettes du joueur. Alors, ça demande tout autant de travail aux artistes et aux game designers, par contre, pour la machine, c'est les vacances. Et c'est pour ça que la 3D, dans l'histoire, elle est arrivée assez tardivement. En fait, c'est à partir de la 5e génération de consoles de salon, donc PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn, etc., que les consoles commencent à être capables d'afficher des vrais environnements en 3D. On parle d'une période qui s'étend de 93 à 96, et donc logiquement, le premier jeu en 3D, il apparaît en 1974. Toc l'abricot. En fait, à ce moment-là, le jeu vidéo, c'est pas encore le média grand public qu'on connaît aujourd'hui. C'est plutôt un passe-temps de niche, des expérimentations scientifiques, ce genre de choses. Et donc, le premier jeu en 3D s'appelle Space Sim, pour Space Simulator. C'est tout simplement un jeu de simulation de bagarre dans l'espace avec des vaisseaux. Et il a été développé par Jim Boree. Et veille l'ambition du boug, en plus de faire le premier jeu en 3D, il le fait aussi multijoueur, jusqu'à 8 joueurs. 1974, c'est 3 ans avant la première console de salon, l'Atari 2600. Quand elle sort, regardez les gueules des jeux, est-ce que vous pensez que ça peut afficher de la 3D, ça? Quelques années plus tard, c'est la génération de consoles 8 bits. Et il est très clair que la 3D, c'est toujours beaucoup trop le demandé. Début 90, apparaît la génération de consoles 16 bits. Et là, c'est toujours beaucoup trop. La 3D, ça demande beaucoup aux machines par rapport à la puissance de l'époque. Mais on a déjà plusieurs manières de simuler la 3D. Déjà, on peut opter pour une sorte de diaporama à l'ancienne. L'idée, c'est de dessiner une pièce sous plusieurs angles de vue, avec des caméras fixes donc, et de permettre aux joueurs de se déplacer entre ces différents angles de vue pour simuler une impression d'espace. C'est très populaire dans les jeux de puzzle et d'énigmes notamment, et c'est une technique qui date pas d'hier, on la retrouve même dans des livres. Même des livres dont vous êtes le héros, à 2 joueurs, ça existe. Regardez, c'est trop cool. Cependant, une autre manière très populaire de simuler la 3D, qui va notamment émerger vers la fin de la génération 16 bits, c'est ce qu'on appelle le mode 7. Le mode 7, c'est un mode de programmation, prévu dans la Super NES et la Mega Drive, qui part avec un principe simple. En gros, générer plusieurs polygones, c'est compliqué. Par contre, un seul grand plan, ça, c'est possible pour la console. En jouant au premier Mario Kart, Super Mario Kart sorti en 92, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que les obstacles, les pièces, tout ça, c'était peint sur le sol et pas en relief? C'est parce que ça peut pas. C'est effectivement peint sur le sol. En fait, le circuit, c'est une seule grande image à plat qui se déplace sous la voiture et qui est agrémentée de plusieurs images en 2D, donc qu'on appelle des sprites, notamment la voiture, les ennemis, bref, des décorations,
pour donner un semblant de relief au monde. Et d'ailleurs, fun fact, lorsque vous faites des inputs avec la manette, en fait, c'est l'image sous la voiture que vous déplacez. Dans Mario Kart, le premier, vous ne contrôlez pas votre carte, en fait, vous contrôlez le circuit. Je peux faire ça longtemps, quoi. Je parle de Mario Kart, mais il en existe d'autres exemples. Par exemple, Space Harrier chez Sega. Regardez, bon, alors c'est super impressionnant pour 1985, mais là, il n'y a que le sol qui est en 3D. Tout le reste, c'est des images. Ou alors, l'étonnamment célèbre Desert Bus. Alors, c'est un jeu où on fait le trajet entre Tucson et Las Vegas, à bord d'un bus, dans le désert, pendant 8 heures, sans variation de gameplay. Aller-retour. Alors fun fact, si vous sortez de la piste, vous vous faites remorquer sur la piste en temps réel. Autre fun fact, une fois par an, il y a un événement aux États-Unis qui soulève à peu près $1 million pour la charité, où des gens connus jouent à ce jeu pendant super longtemps. Voilà. J'en étais où? Ah oui, la 3D. On peut pas afficher plus d'un polygone. Mais alors que la décennie 90 avance et que les consoles 16 bits commencent à paraître un petit peu dépassées et qu'on se demande à quoi vont ressembler les jeux du futur, eh bien il y a un studio que vous connaissez probablement, qui s'appelle id Software et qui va sortir ça. Comment ça? Encore quelques années, on pensait qu'on pouvait pas afficher plus d'un seul polygone, et là d'un coup on a tout un environnement rendu en 3D dans lequel on peut se déplacer librement. Comment ils ont fait? Bon, alors déjà, Wolfenstein, ça sort sur PC, et ça correspond avec la période où les PC commençaient à être un peu plus puissants que les consoles, donc ils peuvent se le permettre. Mais surtout, ils vont faire une invention qui est toujours utilisée dans les jeux 3D aujourd'hui, et qui est absolument géniale, qu'on appelle le scanner. En fait, rendre un environnement en 3D, donc calculer à quoi vont ressembler les polygones, c'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo, tout l'environnement, pour la machine, ça demande beaucoup. Bon, et bah id Software, ils vont se dire, en fait, il n'y a pas besoin de rendre tout l'environnement. Il y a juste besoin de rendre ce qu'on est en train de voir. En fait, le joueur, il s'en fout que ce qu'il y a derrière lui soit affiché. Il le voit pas. Et donc, ils vont développer un logiciel qui s'appelle le scanner. On fait partir depuis la caméra des lignes invisibles qui couvrent tout le champ de la caméra, dans un peu toutes les directions. Et en fait, dès qu'une ligne croise un polygone, eh ben, elle lui demande de s'afficher. Tout simplement. C'est comme ça qu'on fait en sorte que ne soit affiché que ce que le joueur peut voir. Sauf que, même ça pour l'époque, ça commence à faire beaucoup. Faut penser que sur chacune de ces lignes, faut faire un calcul à intervalles très réguliers pour vérifier s'il y a un polygone ou pas, pour toutes les lignes, 60 fois par seconde. C'est beaucoup trop. Et donc, id Software, qui était dans une bonne lancée apparemment ce jour-là, ils vont avoir une autre idée de génie, faire un quadrillage. En fait, si le nombre de points sur la ligne où on doit vérifier que la ligne croise un polygone, il est trop grand, et ben on pourrait tout simplement réduire les endroits où il peut se trouver un polygone. Par exemple en faisant un quadrillage. De cette façon, on a juste à calculer s'il y a un mur à l'endroit où la ligne du scanner entre en contact avec la ligne du quadrillage. C'est comme ça que id Software a réussi à faire Wolfenstein, puis Doom. C'est aussi pour ça que les premiers jeux de l'ère de la 3D, ils ont cette tête-là de labyrinthe, là, avec des angles droits. C'est parce qu'il y a un quadrillage au sol en fait, qui limite les endroits où on peut placer des murs. Voilà. Bon après, il y a un inconvénient très clair, c'est que ça cantonne les environnements qu'on peut générer à des labyrinthes. Les labyrinthes, déjà, ça désoriente. Et ensuite, dans Wolfenstein, c'est un château, donc ça fonctionne. Mais par exemple, dans Doom, ça ressemble pas à une caverne, j'y crois pas une seconde. Et donc, pour générer des environnements qui paraissent plus naturels et moins désorientants, la technique du quadrillage va être affinée pour faire des quadrillages qui sont pas forcément carrés. Par exemple, dans GoldenEye, les endroits où on peut poser des modèles sont aussi limités, mais le quadrillage, il a une gueule un petit peu plus bizarre. Mais bon, c'est fait de manière assez intelligente pour pas qu'on s'en rende compte. Et de là, j'ai plus grand chose à vous dire en fait. Je veux dire, la technologie, elle est là, on l'a développée, on sait comment faire des jeux en 3D sur des machines. Et donc la suite logique, c'est juste un gain de puissance. Les machines vont pouvoir afficher des modèles de plus en plus complexes, finir par s'affranchir du système de quadrillage, avoir des lumières de plus en plus chiadées, pour donner les jeux qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les consoles et les ordis peuvent afficher des milliards de polygones, et les développeurs continuent de rivaliser d'ingéniosité pour nous proposer des choses toujours plus impressionnantes à voir.
Voilà, la prochaine fois que vous jouerez à votre jeu favori en 3D, vous pourrez vous balader dans ce monde chatoyant en vous rappelant que derrière vous, il n'y a que le néant. John Bory. Développé par John Bower. Développé par John Bower. John Bower. Développé par John Bower. Développé par John Bowery. Ah, je l'ai eu. Ah, mais non, pourquoi je me suis arrêté? Bon, j'abandonne. La prochaine prise, je m'en fous de comment je le dis, c'est la bonne prise.